Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo découverte du mois, alors que au moment où ce que vous l'écoutez, écoutez cette capsule, on est rendu en novembre, et bien je vous présente aujourd'hui mes 10 découvertes horrifiques du mois d'octobre 2023, et oui, malheureusement, cette belle période de l'année où les petites goules et les petits vampires sortent de leur tombeau pour venir se promener dans le monde des vivants, eh bien c'est du passé, mais ça ne m'empêche pas de vous présenter 10 produits indépendants, ouvrages, jeux complets, suppléments horrifiques. Là, j'ai vraiment mis une emphase sur les suppléments horrifiques pour le mois octobre 2023. Autant en anglais qu'en français. Peut-être que vous avez écouté ma vidéo sur mes modules OSR que je proposais pour le mois d'octobre. Je vais essayer de tenter d'inclure un peu plus de produits francophones dans mes vidéos parce qu'on m'en a parlé et je suis quand même d'accord, relativement d'accord avec cette affirmation que je peux comprendre que la langue est peut-être un frein parfois et je vais tenter d'être un peu plus attentif à ça. Mais sans plus attendre, sautons ainsi à deux pieds joints dans cette grande marmite bouillonnante à la recherche de ce premier, en fait, ce numéro 10, le numéro 10 de notre liste des top 10 que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit en fait de Tabula Horroris de Dr Vodka. Vous aimez les scénarios d'horreur et de terreur, mais vous trouvez que les systèmes de jeu habituels ne rendent pas justice à l'ambiance et aux émotions que vous voulez faire vivre à vos joueurs et joueuses. Vous cherchez une règle simple et adaptable qui vous permette d'ajouter un élément de stress et de folie à vos parties, quel que soit le genre d'univers de votre jeu de rôle préféré, alors ce mini-supplément est fait pour vous. Et là, je suis vraiment très content en fait de le présenter. C'est un document de quelques pages qui propose une règle de gestion de la peur, de stress, qui est conçue pour être indépendante et compatible avec plusieurs systèmes de jeu, et il est en français. Donc déjà là, c'en est un que vous pouvez aller chercher si jamais vous êtes surtout francophone et vous n'appréciez, vous avez peut-être une difficulté avec la langue shakespearienne, eh bien ce document est en français, disponible bien sûr comme tous les autres produits que je vais présenter dans la description de cette vidéo. Et je suis vraiment content en fait de le présenter parce que Dr Vodka, c'est quelqu'un que je connais bien, que je salue d'ailleurs au passage, et que je suis vraiment très fan en fait de ses scénarios, de ses produits qu'il fait en général, autant de ses illustrations, et là de proposer en fait un petit document super beau, c'est très court, c'est quelques pages, et c'est indépendant et compatible avec plusieurs systèmes de jeu. Permet d'ajouter justement un élément d'horreur ou de terreur à vos scénarios en faisant varier le niveau de stress des personnages face à des situations effrayantes. Et dans le fond, ça utilise une mécanique de chaîne de dés qui augmente à mesure que l'horreur se fait présent et qui occasionne des effets supplémentaires assez faciles à implanter dans des mécaniques d'un jeu classique. Pour vrai, c'est assez adaptable à plusieurs styles de jeu. C'est simple, c'est rapide, c'est intuitif. Très cool outil qu'on ne voit pas assez souvent en francophonie, c'est-à-dire qu'il est assez modulable et assez changeant pour que vous puissiez le prendre et un peu le transformer comme vous le voulez à votre table de jeu. Pour vrai, c'est exactement le genre de produit que je trouve très cool à mettre de l'avant et à valoriser. Fait que allez voir ça. Très très belle découverte. Merci du partage, Dr Vodka. C'est très très cool. On continue avec le numéro 9. Il s'agit de Bump in the Dark. Nous sommes en 1994, dans la région de la péninsule fictive d'Ontonagon, c'est comme un peu le mélange entre Oregon et un octogone, j'imagine, connu sous le nom de Iron Country. C'est une petite série de villes minières qui s'accrochent à peine à la vie, un peu style, comment je pourrais dire ça, un peu comme les Appalaches, on va dire. Je vois une espèce d'image un peu Appalache, là, avec les grandes forêts sombres et les grandes montagnes. Ces villes sont entourées de tous parts par les Sylvan Wilds, qui est une forêt peu connue en fait des environs et qui est surtout en fait habitée ou du moins peuplée par des grands pins et des différents événements étranges. Toute la région du Iron Country semble regorger de surnaturel, un fait que ceux qui détiennent le pouvoir aimeraient bien dissimuler. Vous êtes en fait dans le Iron Country, vous êtes un chasseur ou une chasseuse et vous avez promis de protéger les gens ordinaires des horreurs de l'obscurité. Vous enquêterez sur des événements étranges qui se produisent dans cette région, tentant de rassembler les pièces du puzzle et d'arrêter les monstres avant que les gens ne soient blessés. Serez-vous capable d'arrêter les forces malveillantes avant que leur pouvoir ne devienne trop fort pour être contenu? Resterez-vous fidèle à vos familles et à votre communauté ou vous sacrifierez-vous pour épargner ceux que vous aimez? C'est vraiment très cool en fait. Ça utilise en fait Bump in the Dark, c'est un jeu complet.
que vous pouvez avoir en impression sur demande sur DriveThru-RPG et qui est axé en fait sur une espèce de mélange entre Forge in the Dark système qui est comme un peu comme un PBTA là, qui utilise des D6 et aussi une mécanique d'enquête basée sur External Containment Bureau qui est un autre petit jeu indépendant. Ça utilise uniquement encore une fois juste des D6 pour de la résolution d'action. Il y a des succès et des succès mitigés qui créent des complications, des conséquences à la situation actuelle et j'aime vraiment beaucoup en fait l'ambiance qui ressort du jeu. On est des gens quand même relativement normales, banals, qui tentent on va dire de faire reculer le mal en ses terres. Vous allez recueillir des indices, vous allez dans le fond faire des enquêtes jusqu'à une évitable confrontation avec un monstre ou une entité. Et c'est vraiment le contexte de jeu, très cool, espèce d'ambiance justement plus rurale, chose qu'on est moins habitué. Souvent, le contexte des fois surnaturel, paranormal, on imagine des grandes cités cyclopéennes, un peu à la Vampire, ou justement, j'oublie l'autre nom du jeu PBTA là-dessus, mais quelque chose de très urbain, là, avec des secrets cachés dans l'ombre. Mais là, on est dans du rural. Et je trouve ça vraiment très cool. En fait, surtout, il y a un petit aspect très communautaire, où justement, vous devez gérer les relations que vous avez avec les gens qui habitent dans votre village, avec des petits effets de repos. Vous pouvez aller comme faire des connexions, rencontrer des gens, acheter du nouvel équipement. Et c'est vraiment très chouette. Très chouette, avec une mécanique d'enquête, justement, qui n'est pas basée sur le Forge in the Dark et qui permet, en fait, surtout de mettre l'emphase là-dessus. C'est un jeu, beaucoup d'enquête et un peu de combat. Alors qu'on peut voir certaines ressemblances avec peut-être Monster of the Week, qui est un PBTA que j'apprécie énormément. Je trouve que, en fait, le Bump in the Dark est beaucoup plus recherche, moins action-pack. Monster of the Week, c'est très action, c'est très supernatural. Oui, il y a de l'enquête, mais on va comme finir par tabasser des monstres puis aller tuer. Dans Bump in the Dark aussi, sauf que je trouve que la nuance est quand même là, elle est quand même assez présente, bien que les deux jeux, je trouve, vont quand même baigner, je crois, à une certaine limite dans le même plate-bande, mais un est clairement un PBTA, l'autre est plus un Forge in the Dark avec certaines mécaniques intéressantes. Et allez voir ça pour vrai, parce que autant le jeu de base est cool. J'ai découvert Bump in the Dark via des modules suppléments, en fait, du jeu de base où est-ce qu'il propose des régions dans le Iron Country, des zones avec des monstres, des créatures, des mystères à résoudre. Le visuel est très chouette. En impression sur demande. Pour vrai, c'est une belle petite découverte que j'apprécie bien et que j'aimerais bien éventuellement essayer sur la chaîne. Fait que je vous conseille de voir ça. Mon numéro 9, Bump in the Dark. Mon numéro 8, il s'agit de Macadabre de Ino, que j'ai déjà, en fait, Ino, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de l'auteur Anthony Ino Combrexel qui a fait les Channel Fear. Et Macadabre, en fait, la prémisse est la suivante. C'est en l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux, la province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province pauvre est bien trop éloignée de la capitale, n'intéresse pas la couronne. La fuite de la population face à l'épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée dirigée par la sulfureuse comtesse et l'absence de communication en cette dernière contraignent le roi à mandater un collège de médecins de peste. Et le but de cette brigade, éradiquer la source de cette malmort ou mourir en essayant. Exploration, survie, mortalité, rejouabilité. C'est un jeu de rôle vraiment original en français, médiéval, fantastique, old school, sombre, assez mortel, où vous allez dans le fond incarner des docteurs de la peste qui explorent une province en affrontant des créatures qui ne sont pas uniquement des pestiférés. On s'entend, c'est un peu comme si la peste avait évolué en quelque chose d'autre, beaucoup plus bestial, presque comme un virus primaire. Et c'est l'ambiance qui ressort de ce livre-là est vraiment très cool. Ino, je suis très fan habituellement de ses scénarios, de ses mises en contexte. Channel Fear, c'est vraiment un des gros coups de cœur pour les scénarios. Ça tient sa promesse, Macadabre. C'est vraiment un système qui est très simple. Peut-être un petit peu trop simple pour mon goût. Mais ça demeure très intéressant. Ça met beaucoup de l'avant la narration pour les joueurs. Comment je pourrais dire ça? Je le jouerais avec peut-être quelque chose d'autre. Un peu comme Channel Fear. Channel Fear, c'est la même chose. Autant j'apprécie énormément les scénarios, le système. Mais en même temps, c'est un peu ça la beauté de la chose. C'est que, du moins j'ai l'impression, Ino pourrait me dire le contraire si jamais il écoute cette vidéo. J'ai l'impression que, justement, la simplicité du système
favorise quand même justement la prise en main du scénario, de la mise en contexte, de l'ambiance qui ressort des modules, que ce soit Channel Fear ou Macadabre, et qu'on peut justement transposer ça à autre chose avec le système de son choix. Et c'est un peu ça que je ferais si je ferais une partie de Macadabre, mais parce que le système mais par contre, tout ce qui touche l'ambiance, tout ce qui touche les différentes possibles rencontres, cette espèce d'uchronie étrange dans laquelle on baigne, où les médecins de la peste ne sont pas des simples médecins, mais ils ont un peu plus un plus-value par rapport aux dangers qui se promènent au travers de ces terres malades. C'est vraiment très cool, pour vrai. C'est vraiment, vraiment chouette, c'est très original, ça peut très bien se faire en one-shot. Il y a une petite ambiance un peu funnel là-dedans, je trouve un peu à la DCC, là, où vos personnages, définitivement, ils ne sont pas de taille, je dirais, contre les créatures qu'ils vont affronter. Et ainsi, plusieurs médecins de peste peuvent se succéder les uns après les autres, alors qu'ils vont tenter, comme ils peuvent, de limiter la propagation de cette maladie au travers d'une région ravagée. Fait que Macadabre de Ino en français, aussi disponible en impression sur demande, une très très belle découverte que je vous conseille de faire si la thématique vient vous chercher. Mais c'est quand même, c'est assez lourd, c'est tout l'aspect historique, tout l'aspect, c'est sombre, c'est très dark, fait peut-être alterner entre quelque chose d'autre, mais ça demeure tout de même un super beau produit avec une couverture écœurante. Check-moi cette couverture-là. Moi, je suis toujours un très fan du haut-tone noir et jaune. Là. Et là, ça le fait à merveille. Mon numéro 7, il s'agit de Splattershack de Martin Ouellette ou Psycho Etchi sur Itch.io. Splattershack, en fait, c'est un jeu de rôle solo de type Splatterpunk. Il s'agit d'un hommage au célèbre jeu d'arcade rétro Splatterhouse, dans lequel vous voyez un meurtrier avec un masque vraiment semblable à Jason dans les Vendredis 13, qui déchire, découpe, tranche des jeunes insouciants. Et la beauté de la chose dans ce jeu solo-là, c'est que vous jouez ce meurtrier. Vous allez changer de masque selon votre désir de partie. Vous allez générer aléatoirement les différentes salles dans lesquelles vous allez avancer. Vous allez attaquer les gens que vous allez croiser et vous pouvez avoir des nouvelles armes, découvrir des nouvelles victimes, le tout avec un système de D6 vraiment simple. Et moi, c'est un peu ça la beauté de la chose. Alors, autant je ne suis pas nécessairement le plus familier avec les jeux solo, autant j'apprécie énormément ce que Martin fait via ses produits parce que c'est quelque chose qui est très accessible, qui n'est pas du tout dans la contemplation, dans la réflexion, mais surtout dans l'action. C'est très proactif, c'est très fast-paced, comme on dit, c'est frénétique, et vous apprenez le tout vraiment facilement. Fait que ça pourrait être votre première expérience de jeu solo, et vous allez vraiment comprendre l'ensemble du jeu très rapidement et vous lancer dans l'aventure en écorchant et déchirant tout ce qui passe sur votre chemin, si bien sûr c'est le type de jeu qui vous intéresse. Pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Encore une fois, bravo Martin, et j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi ton prochain projet qui va assurément, encore une fois, m'intéresser. Je n'en doute pas du tout. Le numéro 6, il s'agit de Public Access du Gauntlet, qui est déjà disponible en anglais, mais qui va bientôt aussi être disponible en français, traduit par Gulix, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que c'est vraiment un beau petit bijou sur lequel vous allez pouvoir vous jeter très prochainement. Public Access est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un groupe de gens. En 2004, les Latchkeys de Deep Lake, qui se retrouvent à enquêter sur d'étranges mystères dans la région de Deep Lake au Nouveau-Mexique. Dans les années 80-90, on trouvait à Deep Lake une chaîne de télévision communautaire appelée TV Odyssey. C'est une chaîne qui a disparu et qui est en fait la source d'étranges et d'intenses spéculations dans certains recoins de l'Internet. Et alors que les Latchkeys mènent leur enquête à Deep Lake, ils vont progressivement se rendre compte du rôle central de TV Odyssey dans tout ce qui se déroule et ils devront faire face à l'horrible vérité qui se tapit au cœur de la terrible chaîne de télévision. Dans Public Access, vous allez enquêter sur des mystères étranges, vous allez acquérir des cassettes vidéo aussi étranges qui pourraient déformer la réalité et vous allez répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le grand mystère soit découvert ou que vous disparaissiez au milieu de votre aventure. Et c'est fait par la même équipe qui ont aussi conçu Brindlewood Bay, dans lequel vous incarniez des mamies qui enquêtaient sur des intrigues et des mystères plus en lien avec le mythe de Cthulhu. Mais bien que les jeux soient propulsés par l'Apocalypse, c'est-à-dire un système 2D6, les deux gammes sont très différentes dans le ton et dans le thème. Alors que Brindlewood Bay, on est très dans le cozy murder, où vous cherchiez un peu à la Agatha Christie, là, mais où a disparu les enfants et qui est derrière le meurtre du boulanger. Tout ça teinté de quelque chose de très Lovecraftien, de très grand ancien, Cthulhuesque qui plane sur nos têtes.
Public Access est beaucoup plus sombre, beaucoup plus tourné vers l'horreur très, justement, found footage des années 90, à la Projet Blair, à la Ghostwatch, à la Skywalker Ranch, là, quelque chose qui est très inspiré par Vidéodrome, Twin Peaks, The Ring, Welcome to Night Vale, qui est un balado en anglais aussi très populaire. Et autant dans le thème que dans le visuel, avec des espèces de glitch, des effets de caméra étranges, vous allez devoir enquêter sur des sujets aussi très terre-à-terre comme des tueurs en série que des choses qui proviennent tout simplement de l'imaginaire collectif, des horreurs vivant dans le coin, on va dire dans l'angle mort de votre vue. Là. On y va dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus dangereux, moins léger qu'un Brotherhood Bay, mais tout aussi délicieux de ce que j'ai pu en lire pour l'instant. Et c'est sûr et certain que je vais revenir en fait sur Public Access dans une vidéo critique uniquement pour ce jeu-là, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, autant dans les différents scénarios qui étaient proposés, autant dans le ton, justement, qui un thème qui vient vraiment beaucoup me chercher. Et je vais attendre que le jeu soit sorti en français, justement, pour le faire, parce que je trouve ça vraiment intéressant que la francophonie ait accès à ce type de jeu-là, qui est peut-être moins répandu. Je trouve parmi les communautés francophones. Donc, Public Access, si jamais vous souhaitez attendre, la version française arrive bientôt. Sinon, eh bien, la version anglaise est déjà disponible. Mon numéro 5, Ever Dream This Man, The World Champ Game. Le but du jeu est d'aider ceux qui ont vu cet homme dans leurs rêves et de favoriser la communication entre eux, de comprendre qui est cet homme, pourquoi est-ce qu'il apparaît, dans des ensembles de situations différentes, dans les rêves de différents humains aussi divers les uns que les autres, et d'empêcher que cet homme n'agisse de manière malveillante dans nos esprits endormis et qu'il ne tente de franchir le mur pour entrer dans la vie réelle, dans le monde de l'éveil. Avez-vous déjà rêvé à cet homme? Ever Dream This Man est un jeu pour 1 à 6 joueurs et j'apprécie beaucoup en fait les gammes de World Champ Game parce que c'est souvent très expérimental. C'est très test des choses, sans maître de jeu, souvent ce qui n'est pas trop ma tasse de thé, mais on dirait dans ce contexte-là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les thèmes, peut-être que c'est le ton qui est donné, ou le visuel, ou l'approche, mais il y a tout le temps un petit quelque chose qui vient me charmer, et dans ce jeu-là, vous allez explorer vos rêves, vos cauchemars, constamment envahis par un être inquiétant que vous observez du coin de l'œil, vous allez tenter de l'éviter plutôt, vous allez tenter de l'affronter dans votre sommeil, un peu à la Freddy Krueger, bien que il est beaucoup moins tangible que Freddy Krueger, disons. Vous allez travailler ensemble, les différents joueurs ou joueuses, et à décrire et définir cet être-là dans le paysage onirique en constante évolution, influencé par un jeu de cartes de tarot et une liste de lecture obligatoire que vous allez créer pendant le jeu. Et vous allez avoir besoin, en fait, pour jouer des règles du jeu, un espace à dessin que vous allez pouvoir, dans le fond, dessiner ensemble en groupe, un jeu de tarot et moyen d'écouter de la musique aussi, également. C'est aussi très important. C'est au moins pour un joueur. Donc, vous pouvez jouer solo, vous pouvez jouer en équipe. Et je trouve ça vraiment, en fait, c'est vraiment stimulant. Je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose qui vient me chercher. C'est une expérience collective plus qu'un véritable jeu de rôle. Mais Ever Dream This Man est vraiment venu me chercher dans sa manière, sa construction, son originalité aussi, encore une fois, son petit côté très creepypasta qui vient jouer sur des légendes locales. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Aussi, les autres jeux de World Champ Game aussi en valent vraiment la peine. Ils sont tous un peu dans ce milieu-là étrange. Bref, je check un coup d'œil. Mon numéro 4, il s'agit de Un théâtre de chair de Jean-Charles Rey, un Québécois que j'ai rencontré récemment, que j'ai eu le plaisir avec qui j'ai échangé lors d'une table ronde sur le jeu de rôle et le cinéma. Lorsque ça va être sorti, je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'était super intéressant. Et en fait, lui, c'était l'animateur on va dire de la table ronde. Et j'ai découvert par hasard, en fait, qu'il a écrit des scénarios pour l'appel de Cthulhu, disponibles en français comme en anglais. Donc, Un théâtre de chair que vous pouvez trouver sur DriveThru RPG. C'est un scénario pour la 7e édition de l'appel de Cthulhu. Les enquêteurs ou enquêtrices vont s'aventurer dans les Paris des années 1920 et particulièrement dans le quartier chaud de Pigalle et son scandaleux Grand Guignol, qui était le théâtre de tous les frissons, un vrai endroit. Les aventuriers vont se rendre à l'invitation de Mary Riley, qui a fait ses débuts au Grand Guignol, mais après une représentation aussi troublante qu'effrayante, la jeune actrice disparaît sans laisser de traces, et derrière les rires et le froufrou, Pigalle révèle soudain un visage inquiétant et les enquêteurs et enquêtrices sombrent peu à peu dans l'horreur lorsqu'elles découvrent que le Grand Guignol pourrait cacher, derrière ses rideaux, des réalités pires que ses fictions.
Que se passe-t-il vraiment dans ce théâtre et qu'est-il arrivé à Mary Riley? Théâtre de Grand Guignol qui a réellement existé. Je vous conseille de peut-être aller lire la page Wikipédia, c'est super intéressant. Et pour vrai, très cool le scénario. Jean-Charles, si jamais tu écoutes cette vidéo, déjà, je te parle par ton prénom, je suis désolé, mais un théâtre de chair, ça m'a vraiment surpris. C'est complet, c'est dense, hein? Il y a du stock, il y a de l'écriture, il y a énormément de descriptions, énormément de mise en contexte. J'aime beaucoup la mise en contexte dans les parties de l'appel de Cthulhu. C'est ce qui je trouve ce qui est très pertinent à implanter une histoire d'horreur dans un lieu qui a réellement existé. Ça nous permet de vraiment bien le comprendre si on peut vraiment bien décrire ce lieu-là. Et c'est ce que fait Jean-Charles dans son scénario. J'ai pas eu l'occasion de le jouer, je l'ai lu quand même assez récemment, mais je trouve que c'est vraiment une très belle opportunité, très belle création d'ici, du Québec, et disponible en français comme en anglais. Déjà, là, vous pouvez vous le procurer présentement, un théâtre de chair dans un contexte historique que je ne connaissais que très peu, que j'ai pu me renseigner. Et lorsque je me renseigne souvent sur ce genre de mise en contexte-là, souvent, c'est à ce moment-là que je commence à avoir une petite germe d'idées et d'envie qui me pousse à vouloir faire jouer ce scénario-là. Et un théâtre de chair a vraiment m'a fait vivre ce petit moment-là où je lisais et j'ai fait « Oh, c'est bien intéressant. Oh, j'ai le goût d'en savoir plus. Oh, il y a quelque chose d'horrifique là-dedans. Je pourrais le faire jouer. » Donc, allez voir ça si jamais vous avez envie de faire une partie de l'appel de Cthulhu, disponible sur DriveThruRPG. Comme plusieurs scénarios de l'appel de Cthulhu, vous pouvez détacher le système de l'aventure et faire jouer ainsi le module avec un autre set de règles, que ce soit Cthulhu Dark, que ce soit Cthulhu Wack ou un autre jeu de votre préférence, tant qu'il encourage plutôt une ambiance horrifique et une certaine mortalité. Je trouve qu'un théâtre de chair peut se faire vraiment à toutes les sauces. Très très cool initiative, vraiment bravo Jean-Charles. J'ai hâte de voir ça va être quoi tes prochains scénarios que tu vas sortir. Mon numéro 3, il s'agit de Slate & Chalcedony pour Troïka. Il n'y a pas si longtemps, 2 tours sont apparues de nulle part. Aujourd'hui, elles se trouvent au centre de cercles croissants et de flétrissures où rien ne vit, où rien ne pousse. Les rivières se sont asséchées, les oiseaux ne volent plus au-dessus de nos têtes, la mort silencieuse s'installe à chaque jour un peu plus, et des armées ont été envoyées vers les tours d'Ardoise et de Chalcédoine pour les renverser. Mais aucune n'est revenue. Bientôt, le monde entier ne sera plus qu'un désert noirci. Vous êtes notre dernier espoir. Une nouvelle aventure pour Troïka, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Autant j'apprécie énormément les modules de Melsonia, la boîte qui sont derrière Troïka en anglais, autant le système, je suis tout le temps un peu mitigé, je le trouve parfois trop simple, mais le module en soi, oh mon Dieu, c'est de la qualité, là. C'est tellement beau visuellement, c'est de toute beauté, c'est dangereux, c'est viscéral, c'est horrifique, c'est de la science-fiction, c'est du fantasy, c'est un peu tout à la fois, mais c'est aussi beaucoup de l'horrifique. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il est accessible sur DriveThruRPG également, et ça faisait partie un peu de leur dernière campagne de financement qu'ils l'ont fait, et pour vrai, oh wow, ça donne le goût de le jouer, mais avec un autre système de jeu, mais ça donne le goût de le jouer. Une ambiance qui ne peut difficilement, comme plein d'aventures de Troïka, une ambiance qui s'explique très difficilement autrement qu'en la jouant. C'est un peu ça présentement, avec des possibilités de rencontres incroyables, des personnages non joueurs originaux, des mises en contexte aussi étranges que dangereuses. C'est vraiment, vraiment unique, c'est vraiment particulier. Si jamais vous aimez un peu cette espèce de côté-là un peu surréaliste, un horreur qui est moins sinistre, sombre, mais quand même assez physique. C'est du body horror où est-ce que des mutations puis des amas de chair qui bougent avec un petit côté un peu plus loufoque. Pour vrai, Slate & Chalcedony, c'est vraiment... C'est du bonbon, là. Une aventure que vous pourriez faire jouer avec votre système de jeu médiéval fantastique préféré, si vous le désirez, là. Aucun problème. Ça s'adapte comme en claquement de doigts, tout simplement. Mais une très, très cool aventure de Troïka officielle que je ne peux que recommander abondamment. Mon numéro 2, Cthulhu Wack, supplément des cultes. Deuxième tome des Libri Arcanorum, un générateur de cultes et une présentation des 5 cultes de l'univers de mythes de Cthulhu. Et oui, c'est pas pour vrai. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes dans la francophonie européenne, il y a des bonnes chances que vous connaissiez déjà ce volume-là. Bien, dans notre monde nord-américain francophone, les ouvrages de Doux-Singe, qui s'occupent de la traduction française de Cthulhu Wack et de sa propagation sous différents modules et volumes, ça ne se rend pas, malheureusement, jusque chez nous, à moins de dépenser une certaine somme. Ainsi, pour moi, c'est une surprise. Je ne l'avais pas lu encore, je viens de le découvrir, je l'ai lu, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que autant il existe déjà en anglais un ouvrage pour l'appel de Cthulhu, qui nous permet en fait de concevoir des cultes, et bien là, un livre supplément de 168 pages en français, dans lequel il est possible de
développer votre culte, de faire les différents membres importants de celui-ci, découvrir un peu pourquoi, sur quoi est-ce qu'il est basé, comment est-ce que celui-ci veut pousser vers l'avant son besoin de fin du monde ou quel grand ancien il prie. C'est vraiment, vraiment très cool. Pouvoir le générer même en lançant des dés, je trouve que c'est vraiment un très beau produit en fait que je ne connaissais pas du tout, alors que Libri Arcanorum a déjà plusieurs suppléments d'aide de jeu pour Tuluak. Et autant justement Tuluak, autant ça peut très bien être utilisé pour une pléthore de jeux se déroulant dans l'univers de l'appel de Cthulhu. En plus, bien sûr, de nous présenter des cultes qui sont déjà existants. Pour vrai, moi, je trouve que c'est un petit bijou qui mérite d'être découvert, qui mérite d'être exploré et même exploité. Une très très belle surprise qui me donne vraiment le goût de me pencher sur les autres volumes de cette gamme, alors que je peux autant concevoir par moi-même ou me baser sur les différents cultes existants, que ce soit le Soleil Noir, le Voile Blême, les Mourfolk, les Fils de Écorché ou les 222, tous des organisations aussi différentes les unes que les autres et qui peuvent être adaptées aux besoins, au système de votre choix, même à l'extérieur du mythe de Cthulhu, à la limite. C'est vous qui décidez, c'est vous qui jouez le jeu. Et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Warp Beyond Recognition pour Mothership première édition. Mothership, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu de rôle, d'horreur, de science-fiction, un peu à la Alien, un peu à la Blade Runner, dans lequel vous vivez des aventures plus à la Space Trucker, des gros vaisseaux qui se déplacent lentement dans l'espace avec très peu d'interaction avec d'autres formes de vie étranges, sinon que celle-ci soit très menaçante. On est loin du Space Opera avec des gros extraterrestres loufoques qui ont des tubes qui leur sortent de la tête. Là, c'est pas du tout ça, bien que ça peut le faire aussi, parce qu'il y a des modules qui vont plus dans ce côté-là. Mais Warp Beyond Recognition est un peu plus classique dans son thème et dans son ton, mais tout comment est-ce que le volume est fait. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Comment est-ce que me présenter un volume dans son entièreté, autant dans son thème, dans son écriture, dans la manière que les informations sont présentées, les différents tableaux auxquels se référer, les plans pour le maître de jeu, pour les joueurs et joueuses, tout ça, c'est du numéro 1. Ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement donné le goût de l'animer. En gros, l'aventure, c'est que vous êtes engagé par une méga corporation, probablement très vilaine, à aller aller investiguer un vaisseau spatial dans lequel la grande corporation a investi énormément d'argent pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un vaisseau avec lequel ils ont perdu contact il y a un certain temps, un vaisseau de recherche de scientifiques qui étudie en fait le warp, qui est la technologie qui permet, entre autres, le déplacement entre le point A et le point B dans l'espace, le trou de verre qui se forme, le vaisseau qui se déplace et qui ressort par un autre trou de verre, mais également aussi les pouvoirs psychiques qui peuvent ressortir du warp et venir affecter les gens et, on va dire, la population en général. Et, oh mon Dieu, c'est bon. C'est bon. La manière que tout nous est présenté, les différentes interactions sociales possibles selon la situation, parce que un peu, je vais vous dévoiler un peu le punch pour pouvoir en parler un peu plus. Ben, si vous êtes joueur et que vous aimeriez la jouer, je vous conseille d'arrêter de l'écouter dès maintenant. Donc, si vous êtes des membres de Coup Critique, écoutez pas ça, ça se pourrait que je la fasse jouer à Mané, j'aimerais ça. Lorsque vous arrivez sur le vaisseau, votre équipe en fait découvre que le regroupement de scientifiques faisait des expériences sur aussi également des cobayes, des sujets qui sont des jeunes qui ont décidé en fait de se rebeller contre on va dire leur maître, leur scientifique en chef, et qui ont repris contrôle du vaisseau. Et ces jeunes avaient tous un peu des expérimentations sur eux qui étaient faites dans un contexte très précis pour leur pouvoir psychique. Une en question en fait, était connectée sur le warp directement, une autre était connectée à de la machine pour voir à quel point est-ce que on va dire, ses pouvoirs psychiques pouvaient se matérialiser dans des objets inanimés. Un autre était isolé dans un endroit afin de pouvoir voir s'il était capable de développer un univers personnel à lui. Et ainsi, les 6 sujets sont dans des endroits différents dans le vaisseau, vivant ainsi des moments horribles et inimaginables. Et ils ont décidé de se rebeller. Ils ont tué en bonne partie tout le monde dans le vaisseau. Ils ont pris en charge l'endroit et là, c'est le chaos parce que c'est pas des gens qui ont nécessairement un esprit qui est très paisible vu ce qu'ils ont vécu. Et vous, en tant qu'équipe, vous pouvez un peu y aller comme vous le voulez. Dans le sens où vous pouvez décider, OK, guys, on clenche tout le monde. Tout le monde y passe. On pogne nos gros fusils, puis on déglingue toute personne qui se présente à nous. Ou vous pouvez tenter de parlementer avec eux, d'essayer de trouver des solutions, trouver des résolutions à la situation en évitant la violence, parce qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont particulièrement dangereux vu ce qu'ils ont subi et les capacités qu'ils ont développées avec le temps. Et les 6 sont très différents. Les 6 ont des approches très différentes.
Il y a d'autres surprises à l'intérieur du vaisseau, des belles expérimentations qui ont aussi mal viré et qui pourraient éventuellement mener à la destruction complète du vaisseau en soi. Et vous, en tant qu'équipe, vous devez savoir, hey gang, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et, oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bien construit. Et pour vrai, cette aventure-là, si elle avait été mise en page d'une autre façon, avec un autre visuel et une autre décortication des différentes informations présentes dans le module, je suis sûr que ça aurait été difficile à animer. Il y a beaucoup d'éléments qui ont des répercussions les uns sur les autres selon ce que les personnages vont faire. Ils vont influencer en fait le comportement et les attitudes des 6 sujets avec lesquels les personnages peuvent interagir. Donc, il fallait vraiment que ça soit clair et c'est du bonbon. Tout ça est affiché de la manière la plus limpide possible et ça doit se prendre en main, ça doit tellement se faire vivre. Incroyable. Et c'est vraiment la plus belle aventure que j'ai lue en 2023 pour l'ensemble de ses qualités que j'ai énumérées au long de cette présentation. Pour vrai, si vous avez l'occasion et que vous aimez ça, bien sûr, prenez le temps de regarder Warp Beyond Recognition pour Mothership première édition. Ça vaut amplement son pesant d'or, comme on dit. Fait que, hey, c'est tout. C'était mon top 10 de octobre 2023. J'espère que vous avez apprécié ça. Comme vous avez pu voir, j'ai inclus plus de choses en français que j'ai découvert. J'ai dû faire un peu plus de recherche. N'hésitez pas à m'envoyer du stock. N'hésitez pas à m'envoyer des liens, à découvrir des nouvelles choses, parce que justement, j'essaie de rendre ça peut-être un peu plus accessible parfois, et ainsi une alternance entre quelques produits en anglais et quelques produits en français. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans dans le top 10 qui vous intéressent, qui vous donnent envie d'expérimenter un peu un nouveau jeu peut-être? Troika, Mothership, autre chose, Cthulhuac, qui sait? C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous avez eu des parties d'horreur, des belles découvertes durant ce dernier mois d'octobre, des découvertes indépendantes qui proviennent des recoins un peu plus sombres d'Internet, autant en français qu'en anglais? Je serais très curieux de le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. On se retrouve en novembre, bien que octobre soit terminé. Mais il va revenir bien assez vite, j'en suis persuadé.